Parmi les univers qui ont marqué mon enfance, celui de Yu-Gi-Oh! Fait probablement partie des plus importants. Un univers avec des thématiques très sombres, une mythologie complexe et bien entendu, des secrets bien enfuis. Ainsi, avec mon fidèle ami Ryuzaka, d'ailleurs je vous parle de son travail en fin de vidéo, nous allons tenter aujourd'hui de nous livrer au jeu des ombres dans l'espoir de résoudre le puzzle. Ancienne divinité, retour du pharaon ou encore 8e objet du millénium, tellement d'énigmes à élucider, de mystères et de possibilités. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup et bon visionnage. Il existe très peu de théories concernant Yu-Gi-Oh! Pourtant, son univers à mon sens s'y prête particulièrement bien. Avant de débuter l'exposition de nos recherches, il est très important de présenter certains passages clés de l'œuvre, des éléments qui vont permettre une meilleure compréhension des théories en question. C'est lors de la résolution du puzzle du Millennium par Yugi que débute l'intrigue principale du récit. Une intrigue qui se concentre autour d'artefacts mystérieux portant le nom d'objets du Millennium. Il y a 3 millénaires, lorsque l'Égypte dirigée par Akhenaton, père d'Athème, était sous les attaques répétées des nations voisines, le frère du pharaon, Akhenaton étudia un ancien livre de magie noire aux origines inconnues dans lequel il découvrit un moyen de créer 7 objets qui, selon le livre, permettrait à leurs détenteurs d'obtenir une puissance incommensurable. Akhenaton décida alors de convaincre son frère pharaon de lui laisser procéder au rite de leur création, sans pour autant dévoiler le prix et les ressources nécessaires à cet acte malfaisant. Ainsi, Akhenaton mélangea de l'or au sang, eau et chair de 99 vies humaines. Entre sacrifices et rites ésotériques dans la quête de pouvoir divin, difficile de ne pas voir ici une grande inspiration de l'alchimie. Il fut une époque où la croyance populaire voulait que la pierre philosophale offre à son possesseur une richesse et un pouvoir inégalés. Ici, le lien est facilement faisable avec l'univers de Yu-Gi-Oh! Les objets du Millennium créés à partir d'or et de sacrifices humains représentent en quelque sorte la pierre philosophale de l'œuvre. De plus, on retrouve cette quête de s'élever au-delà des humains dans la nature même des objets du Millennium, à savoir l'invocation et le contrôle d'anciennes divinités. A noter que la formule de création de ces objets maléfiques est expliquée dans un livre du Millennium et renvoie étrangement au mythe du Necronomicon, cet ouvrage perdu recelant des mystérieuses formules de magie noire et décrivant d'anciens dieux à l'image de Zork, l'antagoniste principal de l'œuvre, une ancienne divinité malfaisante et sournoise créée par la noirceur du cœur des hommes. Une entité qui renaît de l'utilisation même du livre du Millennium. Akhenaton décida alors d'attaquer un village de bandits afin d'utiliser ses habitants comme sacrifice pour invoquer Zork et alors créer les 7 artefacts millénaires. Et c'est bien plus tard qu'on découvrit qu'un enfant avait finalement survécu à cet acte sanglant. Beaucoup de personnes pensent que l'enfant survivant connu sous le nom de Bakura est la cause de la renaissance de Zork, mais la réalité est tout autre. On nous explique que Zork est né de la haine des humains, qu'il aurait manipulé Bakura dans sa quête de vengeance afin de mener à bien son projet de destruction du monde. Mais vous l'aurez compris, le personnage de Zork est bien plus complexe que la série tend à nous faire croire et soulève une question très importante. Est-ce que d'une certaine manière, Zork n'aurait-il pas préparé son propre retour ? Et c'est justement ce sur quoi cette théorie va porter. Zork est décrit comme le plus grand dieu démoniaque, une entité au pouvoir illimité. Il arrive par exemple à battre Exodia le maudit et les 3 dieux égyptiens. Nous savons également que Zork a permis la création des objets du Millennium à partir d'un ancien ouvrage mystique, un livre aux origines inconnues, une énigme au même titre que les créations qui en découlent. Ainsi, son auteur est inconnu et le grimoire en question est écrit dans un langage très difficile à décrypter, et ce, même pour un peuple aussi avancé que les Égyptiens. On est alors en droit de se demander comment Akhenaton réussit à le déchiffrer à moins qu'un élément extérieur ne l'ait guidé et ce tout au long du processus. Nous savons que Zork se nourrit de la noirceur des gens pour exister et il est capable d'influencer un cœur rempli de haine comme ce fut le cas pour le jeune Bakura. La théorie voudrait alors que ce soit Zork qui serait la cause de la guerre qui mit en péril le royaume d'Égypte et qui par conséquent poussa Akhenaton à chercher un moyen de protéger le royaume de son frère à tout prix. Seulement, ce que Akhenaton ignorait, c'est qu'il était lui-même influencé par Zork, qui profita de la jalousie qu'il voua à son frère
pour se frayer un chemin jusqu'à son cœur. Ainsi, il aida Akhenaten à déchiffrer le livre du Millénium et le poussa à mentir au pharaon pour avoir son approbation. Mais ce n'était que le début d'un plan qui, vous le verrez, signera la fin de l'âge d'or de l'ancienne Égypte. Ainsi, connaissant le prix à payer pour créer ces fameux objets, Zork savait que le rite allait engendrer une haine à partir de laquelle il se nourrira et trouvera un vassal qu'il manipulera afin de mener à bien la suite de son plan, à savoir rassembler les objets du Millénium au complet, lui permettant de retrouver son corps d'origine. Et après tout, peut-être que c'est Zork lui-même qui fit en sorte qu'il y ait un survivant après le massacre d'Akhenaten. Afin d'empêcher Zork de détruire le monde, Atem, fils d'Akhenam-Kanon et nouveau pharaon, se sacrifie afin de sceller Zork dans le puzzle du Millénium. Devenu le pharaon sans nom, l'esprit d'Atem se retrouve également scellé aux côtés du dieu malfaisant. Et c'est 3000 ans plus tard que le jeune Yugimoto parvient à réassembler les pièces du puzzle, libérant ainsi l'esprit du pharaon. Il y a quelques théories concernant le puzzle du Millénium ainsi que la relation particulière qui lie Yugi au pharaon sans nom. Cependant, et comme pour le reste de la vidéo, nous avons nos propres théories sur le sujet. Ainsi, cette théorie se base sur le comportement du pharaon après sa libération et son contact avec Yugi. En effet, l'appellation Yami Yugi n'est pas anodine et est constatée dès le premier épisode où l'on voit Yugi assembler le puzzle du Millénium et libérer par la même occasion l'esprit du pharaon, accompagné d'une grande vague d'énergie négative de laquelle surgit plusieurs créatures. Élément très important nous permettant de voir plus clair dans le comportement de Yami Yugi lorsqu'on fait le lien avec le sceau. Le pharaon n'était pas seul pendant ces 3000 ans et aurait été, comme pour ces monstres, vous l'aurez compris, affecté par l'entité née de la haine, Zork lui-même. Ainsi, lors de ses premières apparitions, le pharaon sans nom proposait des jeux des ombres dans lesquels sa victoire était assurée, faisant payer un lourd tribut aux perdants, qui souvent détruisait totalement la victime. Toutefois, le contact entre Yugi et Yami Yugi permit aux deux personnages d'apprendre l'un de l'autre. Le sérieux du pharaon permettra à Yugi de devenir plus mature, tandis que le pharaon sans nom retrouvera sa nature d'antan grâce à la bienveillance de Yugi et de son entourage. Le puzzle du Millénium, pouvant exaucer le souhait de celui qui parvient à l'assembler, aurait permis à Yugi de trouver un ami. Mais était-ce réellement le vœu du protagoniste ? Également connu sous le nom du 8e objet du Millénium, le cube quantique ou Quantum Cube est l'artefact central autour duquel le film Dark Side of Dimension se concentre. C'est le personnage d'Aigami qui le possède durant les événements du long métrage et autant l'objet représente à lui seul une énigme au même titre que les autres objets du Millénium, autant ses pouvoirs semblent à première vue dépasser largement ceux de ses frères. C'est Shadi qui donne le cube à Aigami et c'est également lui qui nous explique son rapport à l'ancienne Égypte. D'ailleurs, le personnage de Shadi est assez important dans ce film et permet non pas uniquement de faire un lien avec les événements de la série et du manga, mais permet aussi d'étoffer son background et par conséquent, celui du pharaon également. On découvre alors qu'en plus de la prophétie initiale concernant le retour d'Atem via le puzzle du Millénium, il en existe une autre, consacrée cette fois au 8e objet du Millénium. Au moment où le pharaon sans nom récupérera les 7 objets du Millénium, qu'il retrouvera à sa mémoire et traversera la porte de l'au-delà, des élus se verront alors attribuer un don portant le nom de Plana, un pouvoir permettant à ses utilisateurs d'altérer la réalité selon leur volonté. Le but étant d'éradiquer la peur et le mal, le tout à l'aide d'un artefact mystérieux appelé le cube quantique, artefact identifié comme 8e objet du Millénium. Cependant, si par malheur le pharaon retourne de nouveau dans le monde des vivants, ces élus pouvant voyager entre les dimensions se retrouveront alors coincés dans l'autre monde, sans le moindre pouvoir. Yugi, étant le seul réceptacle existant de l'âme du pharaon, poussera alors Aigami, ou Diva de son vrai nom, à vouloir tuer Yugi, rendant ainsi impossible l'éventuel retour d'Atem. On découvre ainsi que le cube quantique est étroitement lié au pharaon, et autant il est difficile de deviner avec exactitude si l'objet a été créé avant ou après le sacrifice d'Atem, le cube n'en reste pas moins lié à ce dernier. A noter que les événements du film se passent environ 6 mois après la série, après le départ du pharaon vers l'au-delà suite à son duel contre Yugi. Revenons-en à notre prophétie, vous l'aurez compris, à la fin du film, Atem est bien entendu de retour dans le monde des vivants. Toutefois, une question demeure sans réponse. Comment a-t-il pu revenir dans notre monde, sachant qu'on nous explique précisément, que ce soit dans le manga, dans l'anime ou encore dans ce film, qu'après le départ d'Atem, la porte vers l'afterlife a été scellée pour toujours. Et pour le coup, plusieurs théories sont envisageables, mais au moins 2 d'entre elles méritent qu'on s'y attarde aujourd'hui.
La première, celle qui a le plus de sens, concerne le puzzle du Millennium lui-même et nous a été révélé au tout début du manga, et concerne les inscriptions sur la boîte du puzzle du Millennium, je cite, « Celui qui résoudra l'énigme de ce puzzle aura un vœu exaucé ». C'est d'ailleurs grâce à ce vœu, du moins en théorie, que Yugi finit par se faire des amis, à commencer par Joey. Même s'il existe d'autres hypothèses tout aussi intéressantes, qui suggèrent par exemple que c'est suite au vœu de Yugi, la réincarnation d'Atem, qu'il existe une deuxième version de l'âme du pharaon faisant office d'ami, alors que sans ce vœu, Yugi aurait dû fusionner avec Atem, recréant ainsi une seule âme complète au lieu de deux. Comment Atem a-t-il pu traverser la porte de l'au-delà alors qu'elle a été scellée après son passage ? Vous l'aurez compris, selon cette théorie, c'est suite au deuxième vœu de Yugi qu'Atem aurait réussi à revenir. Durant ce film, Kaiba souhaite se confronter au pharaon et fera tout pour. Il parviendra à retrouver les pièces du puzzle perdues après le départ d'Atem, trouvera un moyen de le réassembler en quelques heures, mais Diva réussira à lui voler 2 pièces qui plus tard dans le film seront repris par Yugi après son duel contre Diva. Yugi décide par la suite de compléter l'assemblage du puzzle pour montrer à Kaiba que le pharaon est parti et surtout qu'il ne reviendra pas. Et c'est bien plus tard, après que Diva ait décidé de plonger le monde dans les ténèbres via les pouvoirs du 8e objet du Millennium, que sorti de nulle part et dans une classe sans pareil, Atem repousse le mal en Diva, partage un bref instant avec Yugi puis retourne d'où il vient cette fois, en prenant le soin de bien prendre le puzzle du Millennium avec lui. Et c'est vraiment cet élément précis qui me réconforte dans l'idée que c'est le vœu du puzzle qui a permis à Atem de revenir. Comme si le pharaon avait fait exprès de laisser l'artefact derrière lui la première fois, comme une sorte de joker pour Yugi, dans le cas où il aurait besoin de lui une dernière fois. Après tout, clore ce dernier film avec un autre vœu de Yugi est un choix très lourd de sens et renvoie au début du manga ou encore de l'anime. En quelque sorte, la boucle est enfin bouclée. J'ai également une autre théorie selon laquelle c'est Kaiba qui est en réalité le véritable mastermind du film et qu'il aurait poussé Yugi depuis le début à justement faire ce deuxième vœu en manipulant les actes de Diva dans le but de retrouver le pharaon et de le vaincre. D'ailleurs, la scène post-générique du film nous montre que Kaiba a finalement réussi à retrouver la trace d'Atem grâce à ses recherches sur le 8e objet du Millennium. La scène est alors coupée, juste avant le duel de Seto Kaiba et le pharaon Atem. Qui sait, peut-être qu'un jour je prendrai le temps d'explorer de nouveau l'univers de Yu-Gi-Oh! Et de vous proposer ces théories plus en détail. Cet épisode de l'Ultime Théorie est probablement l'un de mes préférés. Il faut savoir que j'affectionne particulièrement l'univers de Yu-Gi-Oh! Ainsi que son jeu de cartes à jouer, et ça faisait un moment que j'avais envie de réaliser cette vidéo. Encore merci à Ryu pour son aide inestimable et pour ses idées pertinentes sans qui cet épisode n'aurait jamais été aussi complet. D'ailleurs, je vous invite vivement à découvrir son travail. Que vous soyez fan de manga, d'anime, de mythologie japonaise ou de culture asiatique en général, je suis certain que sa chaîne pourrait en intéresser plusieurs d'entre vous. Par contre, si vous êtes fan de One Piece, vous êtes dans l'obligation de vous abonner à sa chaîne tellement ses analyses et ses théories sont pertinentes et qualitatives. Ce fut un honneur, merci à toi de m'avoir invité, c'était très enrichissant et fun de participer à cette vidéo. Ceci étant dit, je vous invite également à mettre un pouce du Millennium en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est votre première fois sur la chaîne et surtout dites-moi en commentaire ou via les réseaux sociaux ce que vous en pensez de tout ça et quel serait pour vous le gagnant du duel de Kaiba contre Atem. Vous pouvez également partager vos idées et vos théories en commentaire, promis je lis et réponds à la totalité des commentaires. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, il est désormais possible d'aider financièrement la chaîne à se développer, que ce soit via Tipeee pour les donations ou encore Utip en regardant des publicités. Le partage quant à lui est fortement recommandé, surtout auprès des fans de cet univers. Si vous êtes un dueliste, fan du jeu de cartes à jouer, j'ai depuis peu créé une chaîne en compagnie de Ryu, dans laquelle on vous partage des secrets millénaires et qui sait, on vous fera peut-être gagner des decks d'une puissance infinie. Tous les liens sont en description. Cet épisode de l'Ultime Théorie consacré à Yu-Gi-Oh! Est à présent terminé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.